bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 29 août 2020 pour le 202e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport qui va être axé principalement sur les violations des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu par l'armée ukrainienne, mais aussi et surtout l'évolution de la situation en Ukraine elle-même où ça dégénère littéralement. Sur le plan militaire, eh bien, du 22 au 28 août 2020, l'armée ukrainienne n'a pas violé une seule fois le cessez-le-feu. Waouh! Première fois qu'on a 7 jours d'affilée avec 0 violation. C'est impressionnant, c'est juste impressionnant. Bon, par contre, il y a eu 20 tirs non dirigés vers les RPD, donc ça c'est certainement des tirs de provocation pour essayer de pousser nos gars à tirer en réponse. Par contre, on a eu une violation aussi durant les dernières 24 heures contre le territoire de la RPD, c'est à l'arme légère. Par contre, donc si on n'a pas de violation du cessez-le-feu ou quasiment pas, par contre, les violations de l'interdiction de mener des travaux de renforcement ou de creusement de nouvelles tranchées, ça, il y en a plein. On en a eu 53 cette semaine. L'installation de mines aussi, ça normalement c'est interdit, hein. Donc là on a découvert qu'ils ont installé 42 mines anti-chars cette semaine près de Pesky et de Pitnoye. Bon, l'installation d'armes lourdes près de la ligne de front se poursuit, je vais y revenir après en détail. L'utilisation de drones a aussi été détectée 18 fois, hein, 18 fois quand même cette semaine. L'OSCE a quant à elle enregistré l'installation de 5 positions de tir et le creusement de 36 tranchées d'une longueur totale de 3 km côté ukrainien. Bon, en clair, l'armée ukrainienne est en train d'utiliser le cessez-le-feu renforcé pour renforcer ses positions, en créer une nouvelle. Là, entre autres, cette semaine, ça a été près de Vodianoye, Lebedinskoye, Bogdanovka et Tchermalik. Donc tout ça, c'est absolument interdit si on suit strictement l'accord du mois de juillet. Alors côté ukrainien, les pertes hors combat se poursuivent cette semaine. Alors cette semaine, officiellement, ils ont eu que 2 blessés. Bon, en vrai, c'est 1 mort et 6 blessés. Donc ça vous donne une idée quand même du niveau de mensonge. Et puis donc je vous parlais du déploiement d'armes lourdes près de la ligne de front. Cette semaine, les services de renseignement de l'RPD ont détecté le déploiement de 21 pièces d'armement lourd en violation des accords de Minsk, mais aussi de l'accord de renforcement du contrôle du cessez-le-feu de fin juillet. Bon, c'est beaucoup moins que la semaine passée, mais c'est toujours pas 0, donc c'est toujours pas bon. Dans le détail, 2 systèmes de défense antiaérien OSA, 1 système de défense antiaérien Zhuzhka, 7 véhicules de transport de troupes blindées type BTR, 10 véhicules de combat d'infanterie type BMP, et 1 véhicule de transport de troupes type MT-LB. Voilà. Et donc face justement à ces nombreuses violations des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu, la RPD a réagi assez vivement via le chef de la République, Denis Pouchiline. Il a donné un ultimatum en fait à Kiev. Il leur a dit vous avez jusqu'au 3 septembre pour mettre un terme aux violations des mesures de contrôle additionnelles. Faute de quoi, la milice populaire recevra l'ordre de détruire les fortifications et les nouvelles tranchées de l'armée ukrainienne creusées ou renforcées donc en violation de ces accords. Bon, il s'est bien sûr félicité que le mois d'août 2020 a été le plus calme depuis le début du conflit, grâce à ce renforcement du cessez-le-feu. Donc là, en un mois, on n'a pas eu un seul civil touché, pas d'habitation ou d'infrastructure civile détruite en 30 jours. Mais par contre, comme il l'a rappelé, il n'y a quasiment pas un jour sans que l'armée ukrainienne ne viole les autres points de cet accord. Creusement de nouvelles tranchées, renforcement des existantes, envoi de drones, pose de mines, etc., etc. En particulier, les RPD s'inquiètent de voir l'armée ukrainienne creuser de nouvelles tranchées vers le canal Seversky-Donetsk-Donbass, près de Choumi. Donc c'est le fameux canal qui avait été endommagé lorsqu'ils avaient tiré sur la mine 6-7. Mais aussi, ils sont en train de faire de nouvelles tranchées dans la zone de retrait de Petrovski, où je rappelle, c'est totalement interdit. Voilà, zone de retrait, vous ne devez pas être là. Donc le chef de la RPD a souligné que la République a essayé par plusieurs fois via le fameux mécanisme de coordination via le CCCC de demander à l'armée ukrainienne d'arrêter ces conneries. Bon, ça aboutit à rien. Voilà, l'armée ukrainienne continue comme on peut le voir. Et donc là, il a dit écoutez, vous avez pas l'air de comprendre, donc on va vous poser un ultimatum. Vous avez jusqu'au 3 septembre à 22 h pour nous fournir un document d'accord au sein du CCCC pour remédier à ces violations. Et si c'est pas fait, eh bien en conformité avec le point numéro 6 de l'accord donc de juillet
juillet 2020, et ben il va donner l'ordre à la milice populaire de détruire les tranchées et les fortifications de l'armée ukrainienne pour éviter de futures offensives depuis ses positions. Bon, c'est quand même clair là, faut arrêter les conneries 5 minutes. Là, on commence un peu à hausser le ton, parce que bon, c'est bien qu'effectivement, il y ait quasiment plus de violation du cessez-le-feu, mais enfin, si derrière ils sont en train de renforcer leurs tranchées dans l'optique, par après, de faire pire que ce qu'ils faisaient avant, c'est pas la peine, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, ça n'a pas été fait pour ça, hein, cet accord. Militaire toujours, cette année, l'habituel le biathlon de chars d'assaut entre la RPD et la RPL a été étendu à plusieurs spécialités militaires. Donc la RPD, pour les 75 ans de la victoire contre le nazisme, a organisé une grande compétition par spécialité intitulée Ruée de Donetsk. Donc là, par exemple, il y a eu une compétition d'artillerie, une compétition de défense antiaérienne, compétition de véhicules de combat d'infanterie, de snipers, de mitrailleurs et de chars d'assaut. Donc dans toutes les compétitions, les soldats des deux républiques populaires se sont affrontés, hein, pour voir lesquels ont le plus haut niveau de professionnalisme. Donc j'ai été filmé le 27 août la finale de la compétition pour la partie chars d'assaut. Hein. Donc comme d'habitude, près de Thorez, on a eu 2 équipages de la RPD qui ont affronté 2 équipages de la RPL. Alors ils avaient un parcours d'obstacles de 15 km à faire 3 fois. Ils avaient à chaque tour un slalom entre des poteaux, donc une course d'obstacles, ils avaient des douves, un pont d'ornière, un grand escarpement, ils devaient franchir un champ de mine. Ils avaient aussi des endroits avec des virages très très serrés qu'ils devaient franchir, le tout le plus rapidement possible, hein, bon, sans renverser le char d'assaut. Et il y avait aussi un champ de tir, donc à chaque passage, ils devaient passer sur le champ de tir. Donc au premier tour, ils tiraient au canon de 125 mm, ils avaient 3 cibles à toucher. Au deuxième tour, ils devaient tirer à la mitrailleuse Kalachnikov, donc 7,62 mm, et au troisième tour à la mitrailleuse lourde 12,7 mm, Utios. Hein, donc voilà. Donc bien entendu le parcours est minuté comme je l'ai dit, mais la précision joue aussi. Hein, tout échec à toucher les cibles, entre autres, lors des tirs, ou si le char active les mines, ou renverser des poteaux lors du slalom, par exemple, ça entraînait des pénalités, c'est-à-dire des secondes ou des minutes supplémentaires qui étaient ajoutées au temps qui avait été fait. Donc au chrono. Et c'est justement cette précision qui a permis à la RPL de gagner la finale, parce qu'en fait, les équipages de la RPD avaient fait un meilleur chrono, mais moins précise. Elles avaient été moins précises, et donc les pénalités de précision ont fait passer la RPL devant. Et donc c'est l'RPL qui a gagné. Donc les coupes et les diplômes ont été remis par Denis Pouchiline, le chef de la RPD, et Denis Sinenkov, hein, le major général Denis Sinenkov, qui est le chef de la milice populaire de la RPD. Donc ils ont remis des diplômes aux meilleurs mécaniciens pilotes, meilleurs tireurs, meilleurs commandants, ainsi que les trophées de deuxième et de première place aux commandants des 2 républiques, enfin les équipages des 2 républiques populaires. Donc je vous encourage à aller voir la vidéo que j'ai fait, vous allez voir, je l'ai mise en musique comme chaque année, c'est ce qui est le plus, je pense, le plus intéressant pour tout le monde, c'est dynamique. Donc voilà, je vous encourage à aller voir la vidéo, vous pouvez voir un petit peu ce qu'ils font faire à leur char, c'est assez impressionnant. Et ça montre que les 2 milices populaires ont atteint maintenant un très très bon niveau de professionnalisme. Donc voilà, hein, l'Ukraine, voilà contre qui elle se bat. Hein, et pas contre l'armée russe. Bref. Si on regarde les accords de Minsk, alors je vous avais dit hein, que l'Ukraine poussait beaucoup pour avoir une réunion, alors des assistants. Bon, il précisait pas que c'était la réunion des assistants, mais au format Normandie, hein, donc il disait réunion au format Normandie au mois d'août. Bon, c'était une réunion des assistants au format Normandie qui était effectivement prévue pour le 28 et qui n'a pas eu lieu. Qui n'a pas eu lieu parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les documents qui devaient être validés à l'issue de la réunion. La Russie n'a pas dévoilé quel était le pays parmi les 3 autres qui avait posé problème. Bon, je pense que c'est l'Ukraine, je pense que je peux foutre un billet dessus, je suis quasiment sûr de gagner. Bon, alors autant dire que vu la tournure qu'a pris cette non-réunion des assistants, je pense que Zelensky n'est pas prêt d'obtenir la réunion des chefs d'État du format Normandie, qu'il espère tant, hein, pour essayer de redorer un petit peu son blason médiatiquement. Donc t'es mal barré mon gars, non.
Je vais parler un petit peu société en RPD, puisque le 25 août à Donetsk a été inauguré le buste de Mikhail Tolstych, alias commandant Givy, qui était le commandant du bataillon Somalie, qui, je rappelle, avait été assassiné le 8 février 2017. Son buste a été installé dans l'allée des héros, à côté donc de celui d'Alexandre Zakharchenko ou du commandant Mamaï. La date choisie pour l'inauguration de son buste fut celle des 6 ans de la libération d'Ilovaïsk, dont était originaire Givy, en fait, et dont il a participé à la libération en 2014. Donc là, je vais vous montrer les photos. Vous pouvez voir qu'il a été sculpté avec son casque de tankiste, puisque c'était un tankiste. Les médailles qu'il avait reçues. L'inscription sous le buste indique, en plus de sa date de naissance, une citation de lui disant « Lorsque ce sera nécessaire, je mourrai sur ma terre pour ma terre ». Ouais, ça résume bien. Ça résume bien qui était Givy. Donc vraiment un très beau buste qui est venu se mettre dans cette allée des héros. Coronavirus. Je fais un petit point très bref. Très bref. En RPD, on a 2508 cas, donc c'est 216 de plus que la semaine passée, donc on reste pour l'instant toujours plus ou moins sous cette tendance de quelques dizaines de nouveaux cas chaque jour. On en est à 140 morts, donc 13 de plus, et 1213 guéris, donc 88 de plus. Donc pour l'instant, on n'est toujours pas sur un phénomène épidémique important. En RPL, on a 659 cas, donc c'est 19 de plus, 17 morts, donc là on est toujours au même niveau, et 613 personnes guéries, donc 8 de plus que la semaine dernière. Alors en Ukraine c'est toujours la cata, puisqu'on en est à 116 978 cas, c'est-à-dire 14 007 cas de plus que la semaine passée, c'est juste énorme, dont 2492 morts, donc c'est 248 de plus que la semaine dernière. Donc il continue de grimper, il continue de grimper surtout dans le classement, donc là je crois qu'ils sont maintenant 26e pays le plus touché par le coronavirus. Enfin, et ils grimpent constamment dans le classement, donc c'est assez effarant. Donc on continue de fermer la frontière et de n'accepter les gens qu'au compte-gouttes avec quarantaine obligatoire côté ukrainien, parce qu'on ne peut pas importer, vous vous rendez compte si on laissait les gens passer comme on le faisait en temps normal, là on n'aurait pas 2508 cas, là, on en aurait déjà 20 000. Donc là, pour des raisons sanitaires, on ne peut toujours pas réouvrir la frontière avec l'Ukraine de manière normale. Et alors en Ukraine, il n'y a pas que le virus qui se répand. Le chaos se développe de manière assez dramatique. Donc là, il y a eu cette semaine, donc c'était le 27 au soir, des néo-nazis liés au Corpus National et au régiment Azov qui ont attaqué un autobus qui transportait des activistes du groupe Patriotes pour la vie. Alors en fait, Patriotes pour la vie, c'est un groupe qui est affilié à la plateforme d'opposition pour la vie et qui s'occupe entre autres d'assurer justement la sécurité des meetings politiques, puisque la police fait pas son travail en Ukraine. Donc ils ont monté carrément un groupe d'activistes qui s'occupent d'assurer la sécurité. Et alors que ils rentraient de Poltava où avait eu lieu un meeting, ils rentraient vers Kharkov, et alors qu'ils étaient sur l'autoroute entre Kiev et Kharkov, leur autobus a été stoppé par plusieurs véhicules, attaqués avec des battes de baseball, des pierres, des armes à feu, des pistolets traumatiques. Donc les néo-nazis ont essayé aussi de foutre le feu à l'autobus qui transportait les 22 activistes. Je vais vous montrer quelques photos de l'état du bus, voilà. Le tout en plein jour, comme le montre cette vidéo filmée par un conducteur d'un autre véhicule qui se trouvait là, donc je vais vous la montrer maintenant. Дал бы газу и проехал, пока тебя не зацепило. Как дать газу? Ну вот так дать газу и все, видишь? Блядь, что за хуйня? Дать
буцает одного. Двери заблокируй. Двери, говорю, заблокируй. Че не слышишь меня? Ваня, Ваня. Какой-то Мерседес. Ебать, вообще сейчас убьют его. Я даже не знаю, куда. Давай назад, ну. А не назад, попробуй в автобусе уже все. Вот и суки, блядь, пидорасы, блядь. И ж хуй же кто вмешается, каждый за А свой. куда вмешаться? Их человек 50, блядь. Donc, comme vous le voyez, les néo-nazis ont sorti de force les activistes du bus, se sont mis à les frapper, avant d'essayer même d'en enlever certains, puis ils se sont barrés. Ilya Kiva, le député d'opposition dont je vous avais déjà parlé, c'est celui qui était venu avec la Rada avec un masque du Joker. Voilà. Il a publié des photos des blessures de deux des activistes qui ont été les plus sévèrement touchés, l'un à la tête, l'autre à l'épaule et au bras. Alors, bien entendu, au départ, le Corpus National a démenti être impliqué dans cette attaque, mais comme l'a prouvé Anatoly Shary, et comme ça a été confirmé par d'autres médias ukrainiens, genre Strana, l'un des véhicules qui a amené les néo-nazis qui ont attaqué le bus appartient à l'un des chefs et fondateurs du Corpus National à Dnipropetrovsk, à savoir Ivan Petrovich Kurilenko. Ouais. C'est juste hallucinant. Par après, en plus, la police a arrêté 14 mecs, dont certains avaient des photos d'eux avec Biletsky, Andrei Biletsky, hein, donc le chef du Corpus National, ancien commandant du régiment Azov, néo-nazi notoire. Hein. Certains avaient des photos d'eux avec le t-shirt du Corpus National. Sur les 14 gars arrêtés, 5 sont ouvertement membres ou liés au Corpus National, donc les dénégations de l'organisation ont pris totalement la flotte. Surtout que Corpus National a organisé, bien entendu, comment on peut appeler ça, un comité de soutien devant le tribunal où les mecs passaient pour savoir s'ils allaient être mis en préventive ou pas. Donc comme d'habitude, hein, c'est la méthode habituelle pour tenter de faire pression sur les juges. Ça s'appelle comme ça, il faut appeler les choses comme elles sont. La police ukrainienne et les autorités sont très très emmerdées par cette affaire. Zelensky a dit que c'était absolument scandaleux. C'est absolument inacceptable. Le ministre de l'Intérieur, Avakov, s'est fait remarquer. Il était limite en train de dire que c'était de la faute des mecs qui s'étaient fait attaquer. La police a essayé de minimiser le truc. Avakov aussi. En disant en gros c'est un conflit de gang, hein, et pas une histoire de néo-nazis agressant des opposants politiques, sauf que c'est exactement ce que c'est. Hein. Bon résultat, Andrei Biletsky, le chef du Corpus National, donc a changé d'option hein, après les dénégations. Il a déclaré que les gars qui ont fait ça devraient être décorés pour avoir, je cite, combattu le séparatisme. Voilà. Parce que pour lui, en gros, les gars de l'opposition ne devraient pas être libres. Hein. Pour lui, tout ça, c'est de la faute de l'inaction des services secrets ukrainiens qui laissent des pro-russes en liberté. C'est beau, la démocratie ukrainienne. Ils ont une conception fascinante de la démocratie. C'est juste hallucinant. Hein, mais il continue de dire que les gars, c'est pas les siens. Tu vois, t'as des photos des mecs avec lui, mais non, c'est pas des gars du Corpus National. Mais les mecs qui ont fait ça, faudrait les décorer, tu vois. Non, bon, arrête tes dénégations débiles, mon gars. C'est gros comme un camion, là, faut arrêter les bêtises. Anatoly Shary a fait plusieurs vidéos sur ce sujet, dont l'une d'elles qu'il a intitulée littéralement, la Somalie est déjà chez nous. Ouais. C'est exactement ce que je vous dis déjà depuis un bon moment. Hein. Ça fait un moment que je vous dis hein, que l'Ukraine, c'est la Somalie aux portes de l'Europe. Ce qui s'est passé là, c'est quasiment un remake du massacre de Korsun qui a eu lieu en 2014, quand des bus d'activistes anti-Maïdan repartaient vers la Crimée. Hein. C'est d'ailleurs un des trucs qui a décidé les Criméens à se sauver hors de l'Ukraine, parce que quand ils ont vu ce qui est arrivé à leurs concitoyens, et ils ont dit on va pas rester dans un pays où ce genre de truc peut avoir lieu, quoi. Donc voilà, où
le massacre d'Odessa, hein, c'est le même genre. C'est exactement le même genre C'est un acte terroriste, hein, c'est ce qu'a dit Chari. C'est un acte terroriste, ça doit être qualifié comme tel. Alors ce qui est une honte, c'est qu'au départ, la police avait ouvert l'enquête pour hooliganisme. Non, non, ne riez pas, je vous jure, c'est véridique. Hooliganisme. Bon, là, ils ont l'air quand même de reconsidérer un peu plus sérieusement l'affaire. Bon, là, c'est une des premières fois où on voit Zelensky qui réagit, enfin, un peu. Parce que, non, là, ça prend des proportions, enfin, c'est absolument... c'est dantesque. Enfin, là, on voit que Kiev contrôle plus rien, je veux dire, on voit que ce sont les néo-nazis qui font la loi, et qui décident qui a le droit de s'exprimer, d'exprimer son opinion politique ou pas. Voilà, c'est du terrorisme politique pur et simple. Voilà, alors pas la peine d'aller chercher l'info dans les grands médias français, hein, c'est silence, on tue, circuler, il n'y a rien à voir. Karine Béché-Golovko de Russie Politique, ça fait un article à ce sujet. Je vous encourage à aller le lire, je vais essayer aussi d'en faire un assez complet avec toutes les infos qui montrent l'implication claire du corpus national là-dedans. Et ça montre que j'avais raison de vous dire, attention, le néonazisme en Ukraine prend des proportions absolument dangereuses. Et là, on le voit. Voilà, ce qui s'est passé en 2014 est en train de recommencer, parce qu'ils ont l'impunité totale. La justice ne les condamne pas, habituellement. Enfin, je veux dire, la plupart du temps, ils sont même pas arrêtés. Ils sont même pas arrêtés. Le massacre d'Odessa, il n'y a personne qui a été arrêté pour ce massacre. Voilà, 6 ans après, ils sont tous toujours libres. Donc, qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Ben, ils recommencent. Et puis ils recommenceront jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun opposant, comme leurs ancêtres idéologiques, les nazis. Hein. Ils ont fait exactement la même chose. Hein. Je veux dire, réétudier l'histoire des années 30 en Allemagne, et puis comparer ce qui se passe en Ukraine. Vous allez voir, hein, ce que je vous dis depuis des années est vrai. C'est pas de la propagande russe. Voilà. Donc vous avez des gens, des néo-nazis ukrainiens, en plein jour, qui arrêtent un autobus sur l'autoroute, qui défoncent l'autobus, qui tentent d'y foutre le feu, qui font sortir les gens de force, les tabassent en plein milieu de l'autoroute, alors que des gens circulent à côté. D'accord? Impunité totale. Kiev ne contrôle plus rien, l'Ukraine est en train de se néo-féodaliser. Et c'est maintenant ces groupuscules-là qui font la loi. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Point. Je veux dire, j'en ai marre de me répéter, mais c'est ça la situation. C'est ça la situation, et c'est très très grave. L'Ukraine est sur une pente extrêmement dangereuse. Et puis, en plus de politiquement versé dans la... Comment on pourrait dire ça? La somalisation néo-nazie aux portes de l'Europe. Sur le plan économique aussi, d'ailleurs, ça se rapproche de plus en plus de la Somalie, puisque on a un économiste ukrainien qui a admis que Kiev, en fait, trompe le FMI et l'Union européenne pour obtenir des fonds et qu'elle ne compte pas appliquer les mesures exigées en retour. Donc là, il n'y a qu'un commentaire qui a été fait parce que cette semaine, la Rada a ratifié un accord avec Bruxelles pour un prêt de 1,2 milliard d'euros d'aide macroéconomique à l'Ukraine, mais plusieurs économistes et experts ukrainiens ont déjà déclaré que l'Ukraine va prendre l'argent de l'Union européenne, mais ne mettra pas en œuvre la totalité des mesures exigées, parce que ça mènerait, je cite, à la perte totale de la souveraineté de l'Ukraine. Voilà. Quand je vous disais que Zelensky avait vendu la souveraineté de l'Ukraine pour un prêt du FMI et que certaines personnes me disaient que j'exagérais, voilà, vous avez des experts et des économistes ukrainiens qui vous disent exactement la même chose. Je veux dire, bon, hein? Donc la technique, ça va être toujours la même, hein, et ces experts le disent ouvertement. C'est-à-dire que Kiev signe, obtient la moitié des fonds tout de suite, donc là ça va être 600 millions d'euros, et puis ensuite appliquera pas ce qui est prévu, et puis le reste lui passera sous le nez. C'est ce qu'ils font toujours. C'est ce qu'ils font avec le FMI, c'est ce qu'ils font avec l'UE, c'est ce qu'ils font avec la Banque mondiale. Voilà à quoi servent vos impôts. Voilà, à entretenir l'Ukraine. Pour que des néo-nazis puissent aller défoncer leurs opposants politiques sur l'autoroute. Vous pensez pas qu'il serait peut-être temps quand même d'exiger des comptes à vos gouvernements respectifs? Enfin, je vous dis ça comme ça, hein, parce que bon, je pense qu'à un moment, il n'y a plus que ça à faire, quoi. À un moment, faut reprendre les choses en main au niveau populaire, parce que c'est votre pognon quand même. Enfin, je veux dire, vous vous levez tous les jours pour travailler, pour donner ensuite cet argent à votre gouvernement local, pour qu'ils filent cet argent à l'Ukraine, pour qu'ils puissent mener leur guerre dans le Donbass, et que
Il finance toutes les organisations néo-nazis pour la jeunesse, là, comme je vous avais montré, et qu'il finance tous ces groupuscules néo-nazis, puisque je rappelle que certains d'entre eux font partie de la garde nationale ukrainienne, d'accord? Donc votre argent sert à financer des néo-nazis aux portes de l'Europe qui peuvent, en toute impunité, aller massacrer des opposants politiques sur l'autoroute en plein jour. Tout scintille. Voilà. Puis quand on voit ce bordel, ben on comprend qu'un certain nombre de pays de l'Union européenne n'ont pas franchement envie que l'Ukraine les rejoigne. Comme l'a assez piteusement admis Zelensky. Il a dit, je cite, « C'est vrai, tous les pays membres de l'UE ne le veulent pas. Je pense qu'ils n'ont pas confiance à 100% en l'Ukraine. » Ben merde alors, on se demande pourquoi. Hein? L'Ukraine est un pays tellement génial, endetté jusque par-dessus la tête, avec des néo-nazis donc, qui attaquent des autobus sur l'autoroute en plein jour, en mode Somalie blanche aux portes de l'Europe. Non, vraiment, je me demande, moi, pourquoi plusieurs pays membres de l'UE veulent pas de l'Ukraine, hein? Ouais. Remarquez, c'est déjà tellement le bordel en Europe. Hein. Moi, je vois ce qui se passe en France. Je me dis que c'est peut-être pas la peine d'en rajouter une couche. Hein. Niveau chaos, voilà. Occupez-vous déjà de ce qui se passe là-bas, et puis c'est pas la peine de rajouter un foyer de tension supplémentaire. Alors la semaine dernière, j'avais pas de pendant ce temps-là à Kiev. Là, j'en ai 2, je me rattrape. Enfin, c'est même presque 3 en 2, si on peut appeler ça comme ça. Parce que donc on a eu un truc assez comique. Donc l'Ukraine essaye de hisser ce qui lui reste de ses forces aériennes, c'est-à-dire pas grand-chose, au niveau de la Russie, en entraînant ses pilotes à décoller et atterrir depuis une autoroute. Et donc ils ont essayé de faire ça sur l'autoroute Kiev-Chop avec un Sukhoi 27. Et ça a donné un truc aussi comique que ça aurait pu être tragique. Je vous montre la vidéo. Et donc, comme vous avez pu le voir, le Sukhoi 27 a arraché un panneau de signalisation. Je vais vous montrer une photo. On voit bien le truc. Alors, là, pour la précision, on repassera. Hein. Mais alors, surtout, le pilote a eu de la chance. Parce que le panneau n'est pas entré dans le système de prise d'air. Je vous laisse imaginer si ça avait été le cas. Là, si le truc était rentré dedans, là, on avait une bonne catastrophe aérienne des familles à la sauce ukrainienne. Voilà, là, non. Vu le peu d'avions de combat qui restent à l'Ukraine, je leur suggère d'arrêter ce genre d'entraînement débile, pour lequel manifestement leurs pilotes sont pas prêts, sauf s'ils veulent perdre les derniers avions qu'il leur reste. Hein. Il vous reste déjà plus grand chose après 2014, et puis l'ère post-Maïdan où vous avez laissé vos avions pourrir dans des états absolument lamentables. Voilà, donc j'ai vu ce qui vous reste comme quantité d'avions, arrêtez ce genre de trucs parce que... non, vos pilotes n'ont pas les compétences pour ça. Et puis ben là, c'était la journée des défenseurs en Ukraine. Et à l'occasion de cette journée, qui est tombée en même temps que donc, la date anniversaire du chaudron d'Ilovaïsk, Zelensky a fait un discours justement sur les héros de l'Ukraine et la catastrophe du chaudron d'Ilovaïsk en 2014. Mais le plus intéressant, c'est pas trop ce qu'il dit, mais comment il le dit. Je vous laisse regarder la vidéo sans sous-titres, il n'y a pas besoin, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Важливий день для історії незалежної України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв України, дійсно наших найкращих українців, які захищали і оборонили кордони України, захищали наш суверенітет, нашу територіальну цілісність. Я думаю, що день не випадковий, саме в цей день сталася Іловайська трагедія, Іловайський котел. Alors c'est juste un extrait, hein, je vous ai pas mis toute la vidéo. On est bien d'accord, il a l'air bourré le père Zelensky. Hein, il a l'air d'avoir
hein, quelques grammes dans le sang. C'est-à-dire la conclusion à laquelle plusieurs personnes sont venues en voyant cette vidéo. Donc c'est bien, le jour où tu rends hommage à tes soldats morts pour la patrie et où tu viens pleurer ceux qui sont morts lors du fameux chaudron d'Ilovaïsk, tu te pointes beurré comme un petit lu pour faire ton discours officiel. J'ai plus de mots. Je suis désolée, j'ai plus de mots. Et je pense qu'il n'y a pas qu'à cette occasion qu'il devait être beurré, parce que dans une autre vidéo, il a sorti que l'Ukraine était le plus grand pays d'Europe et que Kiev était la nouvelle Berlin. Alors ça, c'était le même genre de délire que Poroshenko nous avait déjà sorti. Bon, alors, sauf que déjà, le plus grand pays d'Europe, c'est pas l'Ukraine, c'est la Russie. Hein, c'est de une, hein, je veux dire... Donc soit il était beurré, soit les cours de géographie en Ukraine, le niveau s'est cassé la gueule, mais à un niveau stratosphérique, parce que c'est pas possible. Et puis de deux, comparer Kiev à Berlin, pareil, il faut être beurré ou sous stupéfiant, parce que c'est une connerie tellement énorme, ça fait rire tout le monde. Donc ouais, là, il y en a beaucoup hein, qui ont d'ailleurs trouvé que Zelensky était bouffi, qu'il avait l'air d'avoir pris du poids, qu'il avait l'air d'être complètement apathique. Donc j'ai l'impression qu'il est en train de prendre la voie de l'alcoolisme comme son prédécesseur ou comme Yeltsin, je sais pas. Enfin, faut dire qu'il doit avaler tellement de couleuvres que je pense que faut un petit remontant pour tenir. Voilà la situation. Donc on va falloir surveiller un peu tout ça. Là, le 31, on va avoir les cérémonies commémoratives de la mort d'Alexandre Zakharchenko, comme l'année dernière. On va avoir la rentrée des classes, le 1er septembre. Et donc, situation surveillée autour de la date du 3 septembre, puisqu'on va voir donc, si l'Ukraine se plie à l'ultimatum de Pouchiline ou s'il continue dans le délire. Parce que là, s'il continue dans le délire, il va y avoir une réponse assez violente. Parce que pour détruire des fortifications, on va pas y aller à l'arme légère, si tu veux, quoi. Hein. Ça va être assez méchant. Donc voilà, situation à surveiller de près. Malheureusement, comme je le disais, hein, pour moi, le cessez-le-feu actuel, quelque chose de temporaire. On le voit avec ce creusement de nouvelles tranchées, installation de mines, renforcement des fortifications côté ukrainien. Ils utilisent ça... pour leurs bénéfices, pour se renforcer, ça veut dire clairement qu'il y a un moment où le cessez-le-feu, ils vont le briser de nouveau. La question c'est quand. Donc voilà, situation à suivre, et puis surtout il faudra regarder, surveiller les situations politiques et épidémiologiques en Ukraine, parce que ça devient catastrophique. Donc vous avez effectivement maintenant une Somalie néo-nazie blanche aux portes de l'Europe. Voilà, je vous l'avais dit. J'en ai marre. J'en ai marre d'avoir raison, mais malheureusement, c'est ça que ça devient. Et là, ce qui s'est passé sur cette autoroute entre Kiev et Kharkov est absolument inquiétant. C'est très inquiétant, parce que là, on se fait un remake des massacres de 2014, que ces mêmes groupes néo-nazis ont fait à Odessa, à Korsun... je veux dire, et puis dans le Donbass. Donc voilà, si vous cherchez pourquoi les gens du Donbass ne veulent plus vivre dans cette Ukraine-là, vous avez la réponse. Il n'y a pas d'invasion russe hein, ici. Mais les gens ici ne veulent pas vivre dans une Ukraine comme ça, où des néo-nazis peuvent aller attaquer des opposants politiques en plein jour sur l'autoroute. C'est tout. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine, en attendant, prenez soin de vous.